Chelsea, c'est un club dont on a l'impression qu'il navigue de crise en crise. L'instabilité, elle est chronique dans ce club. Et pourtant, c'est aussi un club qui gagne énormément de titres. Comment expliquer ce paradoxe alors? Voici le grand mystère du Chelsea FC. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Il y a certains clubs de football, s'ils n'existaient pas, ce sport serait clairement moins divertissant, moins intéressant à suivre. Assurément, Chelsea fait partie de ces clubs-là parce qu'il y a toujours du côté de Stamford Bridge quelque chose qui se passe. Avant de donner les raisons du paradoxe Chelsea, ce paradoxe que j'évoquais en introduction, on va tenter de le définir. Et pour ça, voici une liste de toutes les choses assez incroyables qui se sont passées du côté du nord de Londres ces 10 dernières années. Cette liste, elle est longue, mais elle n'est même pas exhaustive. On commence avec Ancelotti, qui quelques mois seulement après avoir réalisé le doublé championnat Coupe d'Angleterre se fait virer. Vient André Villas-Boas, viré. Roberto Di Matteo après lui, viré. On fait venir Rafa Benitez pour un intérim. Le problème, c'est que Rafa Benitez, c'était l'ennemi numéro 1 des supporters de Chelsea qui l'ont complètement boycotté. Il avait dit, quand il était entraîneur de Liverpool, que jamais il entraînerait Chelsea, que les fans de Chelsea, c'était un peu des fans en plastique, que Didier Drogba était un plongeur et que l'équipe jouait un football peu séduisant. Hué pour l'accueil et la présentation de Rafa Benitez en tant que nouvel entraîneur des Blues. Rafa Benitez, celui qui va lui succéder, c'est Mourinho. Mourinho, sous sa houlette, on va assister au départ de Kevin De Bruyne et Mo Salah. Puis le départ de Mourinho. Et à l'époque, c'était assez fou, il y a beaucoup de monde qui disait mais regardez ce qui se passe à Chelsea. Mourinho, il est arrivé, puis reparti, puis revenu. Matic, il est arrivé, il est reparti, puis revenu. Et la même chose pour David Luiz, beaucoup d'allers-retours pour ce petit monde. Ensuite, on fait une deuxième fois appel au pompier Gus Hiddink. Celui qui prend la succession d'Hiddink, c'est Antonio Conte. Lors de la deuxième saison, lors du deuxième été, c'est la guerre totale dans le club. Novembre 2017, Michael Emenalo, qui était le directeur technique du club, en poste depuis de nombreuses années, quitte le club. Puis ce sera au tour d'Antonio Conte, au terme d'une saison où, ok, on gagne une FA Cup, mais le contenu en première ligue, parfois il était à la limite de l'acceptable. Le départ de Conte va tellement mal se passer que tout ça va se terminer devant les tribunaux. Puis, on apprend que Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, ne peut plus entrer sur le territoire du Royaume-Uni pour un problème de visa. Le propriétaire ne peut plus être auprès de son club. Le projet de reconstruction du stade est mis en pause. On dit de Roman Abramovich qu'il ne veut plus investir et ça c'est un gros problème parce que Chelsea n'est pas autosuffisant financièrement. On entend même qu'il veut vendre le club. Ça se fait pas. On fait venir Sarri dans un style complètement différent de celui d'Antonio Conte. On voit la plus lourde défaite de l'ère Abramovich, c'était contre Manchester City, défaite 6-0 en Première Ligue. Sarri fait ses valises et Chelsea est frappé par une interdiction de recruter. Tout ça sur les 10 dernières années. Chelsea, c'est un club qui va de crise en crise, il y a une instabilité permanente et les gens qui travaillent auprès de ce club, les journalistes, disent souvent que le contexte, l'ambiance est toujours assez tendue. Sur les 10 dernières années d'ailleurs, on aura vu 9 entraîneurs différents se succéder sur le banc de Chelsea. Complètement fou. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'en parallèle de cette instabilité de tous les jours, l'armoire à trophées de Chelsea se remplit à une vitesse vertigineuse sur les 10 dernières années. Voyez plutôt, Community Shield remporté en 2010, Premier League remporté en 2010, FA Cup remporté en 2010, Ligue des Champions 2012, FA Cup 2012, Europa League 2013, Premier League 2015, League Cup 2015, Premier League 2017, FA Cup 2018, Europa League 2019. Sur les 10 dernières années, Chelsea a remporté 11 titres. Ça fait d'ailleurs de Chelsea la deuxième équipe la plus titrée au Royaume-Uni sur cette période. Pour un titre, ils sont derrière Manchester City, mais ce qu'il faut préciser, c'est que dans le palmarès de Chelsea sur la dernière décennie, il y a quand même 3 trophées européens, tandis que sur ce même palmarès, Manchester City a quand même 5 League Cup. Ça n'a pas la même valeur. Il faut aussi ajouter qu'ils ont terminé 7 fois dans le top 4 sur la dernière décennie. Malgré tous leurs déboires, ils n'ont jamais eu un trou, ou du moins, ça n'a jamais été un trou où on s'est dit ouf, là ça va prendre 4 ans pour remonter la pente. C'est un peu ce qui est arrivé en Liverpool, c'est un peu ce qui est arrivé à Manchester United. Tottenham, ils ont pris beaucoup de temps pour se construire. Chelsea, ils ont eu beaucoup de hauts et de bas, mais ils ont toujours été beaucoup plus près des hauts que des bas.
Maintenant qu'on a cerné le paradoxe Chelsea, ce club où il y a énormément d'instabilité, de changements, mais aussi énormément de titres qui arrivent, on va tenter d'expliquer ce paradoxe. Comment c'est possible? J'ai distingué pour ça 4 raisons. La première, elle n'a rien de révolutionnaire, mais Dieu sait si elle est importante. Cette première raison, c'est l'argent. Chelsea, c'est un club qui a de l'argent, ça lui permet de rester au top, et il a de l'argent parce que son propriétaire injecte de l'argent dans le club. Voyez plutôt, à la fin de la saison 2018-2019, Chelsea avait perdu 95 millions de livres sterling. 106 millions d'euros. On va raisonner en millions d'euros à partir de maintenant. 106 millions d'euros de pertes sur cette saison, pour plusieurs raisons, hein, alors que tout de même la saison d'avant, le club avait généré 67 millions de bénéfices. Et bien Roman Abramovich, qu'est-ce qu'il a fait? À la fin de la saison, il a injecté 265 millions d'euros dans le club, alors que la saison d'avant, il avait injecté, entre guillemets, que 77 millions d'euros. Quand les choses, elles vont pas bien, Abramovich, il n'a pas de problème à mettre son argent dans le club. Ce qui est fou aussi, c'est que Chelsea, c'est pas vraiment une entreprise profitable, parce que de 2004 à 2013, tous les exercices comptables, sauf un, se sont soldés avec des pertes. Le seul exercice comptable sur ces années qui s'est soldé avec un profit, s'est soldé avec un profit d'1 petit million d'euros. De 2014 à 2018, ça va un peu mieux, mais quand même, Chelsea, c'est pas non plus devenu le meilleur business du monde. Sur ces années-là, il y a eu 3 années où on a terminé avec des profits et 2 avec des pertes. Contrairement à d'autres propriétaires de clubs, de grands clubs, quand les choses, elles vont pas bien, Abramovich, il ferme pas totalement les vannes. À Manchester United avec la famille Glazer, à Arsenal avec Stan Kroenke ou à Tottenham avec Daniel Levy. Daniel Levy pas très dépensier, on n'a pas forcément ces propriétaires qui ont tellement envie, ou ces présidents qui ont tellement envie de mettre de l'argent dans le club. Abramovich, il est un peu plus enclin à le faire. Mais attention, attention, parce que sur les 5 dernières années, Chelsea, c'est seulement le 10e club le plus dépensier au Royaume-Uni. Hein. Abramovich, il met de l'argent, mais on ne s'affole pas non plus. Les fastes années, elles sont clairement derrière. Ce qui est intéressant avec Abramovich, par contre, c'est que c'est pas un propriétaire de club qui cherche à faire du business avec Chelsea, à la différence des propriétaires que j'ai cités précédemment. S'il a acquis Chelsea, c'est parce que c'est un hobby, hein, un hobby de riche, mais c'est aussi parce que ça lui donnait accès à une certaine élite britannique. Il y a aussi ces questions de soft power qui rentrent en jeu. Et ça change tout. Comme il ne cherche pas à faire du business, Abramovich, il est moins près de ses sous et davantage disposé à investir. S'il investit d'ailleurs, c'est pas pour augmenter son capital financier, mais bien pour augmenter son capital symbolique, parce qu'être propriétaire d'une équipe qui gagne, ça convoit une forte puissance symbolique, vous en conviendrez. Du coup, il préfère éponger les pertes en injectant son propre argent, plutôt qu'en vendant des joueurs et appauvrissant l'équipe, la privant ainsi de se battre pour les titres. Cette question d'argent, elle nous amène au point suivant, à la deuxième raison qui permet d'expliquer le paradoxe Chelsea. L'argent dans le football, ça sert à quoi? À acheter et payer des joueurs. La deuxième raison qui permet d'expliquer le paradoxe Chelsea, c'est le mercato. Chelsea, on va dire, ils sont assez agressifs sur le mercato, ils sont assez actifs et ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ils vont surtout se centrer sur les futurs tout grands joueurs ou sur ce que j'ai appelé les bons coups chers. C'est pas des bons coups à la portée de tout le monde, ça reste des bons coups chers. C'est pas un Real Madrid, un Barça ou un Manchester United, Chelsea. Ils vont pas chercher à se positionner sur les Gareth Bale, les Neymar, les Jadon Sancho ou les Mbappé. Eux, ils vont plutôt se chercher à se positionner sur les futurs tout grands. C'est comme ça qu'ils peuvent recruter des gens comme Kanté, Kevin De Bruyne, Salah, Hazard, Mata, Cher, Moser, Oscar, Azpilicueta, Bakayoko, Rudiger, Lukaku, Courtois, Morata. Certains fonctionnent, d'autres pas, mais c'est quand même des coûts à l'origine. Ça reste des choses assez risquées, on va dire. C'est pas sûr que ça fonctionne. Quand ça fonctionne, par contre, c'est le jackpot. Cette prise de risque, elle se retrouve aussi chez les entraîneurs qu'il faut venir. Les Villas-Boas, les Conte, les Sarri ou les Frank Lampard. Cette tolérance au risque, ça fait clairement l'un des succès de Chelsea. Parce que justement, quand tu as pris ce risque sur le mercato et que ça paye, tu es un peu le roi du monde, tu te retrouves avec des super joueurs. Et c'est comme ça voilà, que tu as eu un Eden Hazard qui a été un joueur incroyable en première ligue toutes ces années-là. Eden Hazard, ils l'ont eu sans trop de problèmes auprès du LOSC par exemple. Mais c'est aussi ce qui fait que parfois ça cause leur perte. Quand ces paris-là ne marchent pas, typiquement les Bakayoko, les Kepa,
les Danny Drinkwater, eh ben, bonne chance pour les recaser ensuite. Cette propension à vivre une vie risquée et à s'en accommoder parfaitement, on le retrouve dans une chose que pas tant de clubs que ça font, c'est accéder aux demandes de leurs entraîneurs. Quand tu es entraîneur à Chelsea, tu sais que tu peux demander certains profils. Et c'est ça aussi qui va permettre à Chelsea de gagner. C'est pour ça qu'on voit des entraîneurs qui arrivent à Chelsea et qui peuvent avoir des résultats rapidement parce qu'ils ont eu les joueurs qu'ils voulaient. Ça explique une partie du succès de Chelsea. Mais ça explique aussi une partie de leurs problèmes parce que quand tu es entraîneur à Chelsea, tu sais que tu peux demander. Alors tu demandes, mais les entraîneurs, ils n'ont jamais assez. Et quand on te met le haut là, forcément, ça passe un peu moins. C'est comme ça qu'on a des relations qui se délitent entre les entraîneurs et les dirigeants. C'est aussi comme ça qu'on a des vestiaires qui explosent parce que tout est fait dans le court terme avec cette idée de gagner très très rapidement. Et quand ça ne fonctionne pas, on n'a pas de projet auquel se raccrocher. Ces dernières années, par contre, il faut dire que Chelsea est un peu en train d'essayer de changer. Pourquoi ? Parce qu'on a dit Roman Abramovich veut un peu moins investir, on peut prendre un peu moins de risques. Les risques, en tout cas, il faut mieux les calculer. Et pour parler de cette réinvention de Chelsea, il faut parler d'une personne que les fans des Blues connaissent très bien, Marina Granovskaya. Marina Granovskaya, une femme russo-canadienne, c'est la personne de confiance de Roman Abramovich. C'est son bras droit, on peut dire. Ça fait 23 ans qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble, bien avant qu'Abramovich n'achète Chelsea, et c'est elle qui a remplacé Michael Emenalo. À partir de 2017, concernant la partie sportive, c'est elle qui est chargée de négocier les achats et les ventes. Et si les fans de Chelsea, ils l'aiment bien, s'ils la tiennent en haute estime, c'est parce que c'est une négociatrice hors pair. Je crois que les fans des Blues, ils l'aiment encore plus depuis ce mercato incroyable où elle a réussi à négocier Timo Werner pour un prix inférieur à celui de Morata, Ziyech très très rapidement dans le mercato pour un prix vraiment pas cher, Ben Chilwell, elle a réussi à l'arracher à Leicester pour bien moins que ce que les Foxes demandaient. Et puis le jour où je suis en train de tourner la vidéo, c'est le jour où on a annoncé à Chelsea la signature de Kai Havertz. Du côté des ventes, Marina Granovskaya, elle est aussi très très forte. Quand Diego Costa a supplié les clubs et s'est quasiment mis en grève parce qu'il voulait partir à l'Atlético, elle n'a pas cédé. Elle lui a dit le jour où l'Atlético vient avec une offre, tu peux partir. En attendant, tu es toujours un joueur de Chelsea. Ça, les fans de Chelsea, ils ont bien aimé. Elle a réussi à vendre Oscar très bien. Elle a réussi à vendre David Luiz alors qu'on venait de prolonger son contrat il y a 3 mois. Ça, c'est un fait d'armes assez important. Elle a réussi à vendre Morata à prix d'or et plus que ça, elle a réussi à faire payer l'Atlético de Madrid pour qu'il se fasse prêter Morata, puis ensuite ils ont posé encore plus d'argent pour acheter Morata. On l'a quasiment vendu au même prix presque qu'on l'avait acheté, une belle façon de sauver les meubles, fantastique. C'est elle aussi qui a vendu Eden Hazard au Real Madrid très cher alors qu'il lui restait 1 an de contrat, et ces jours précisément on est en train de découvrir qu'il y avait des clauses dans le contrat. On dit 18 millions parce que le Real Madrid a gagné la Liga, 14 parce qu'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. On aurait un Eden Hazard qui aurait plutôt coûté 130 millions d'euros que 100. Ça pourrait être même encore un peu plus vu les dernières révélations sorties par journaux belges, je crois. Et puis au rayon des ventes de Marina Granovskaya, il y a aussi le départ payant de Maurizio Sarri. Ça, c'est une masterclass parce qu'on savait très bien que Sarri n'avait aucun avenir du coach de Chelsea. Et pourtant, Marina, elle a quand même réussi à ce que la Juve paye pour s'attacher les services d'un entraîneur dont son club ne voulait plus. Très très bien joué. On peut aussi lui accorder le fait qu'elle a négocié un sacré deal avec Nike jusqu'en 2032, je crois. Les ventes, c'est vraiment une partie très importante de la stratégie économique de Chelsea. Sur les 10 dernières années, ils ont vendu pour 500 millions d'euros de joueurs. Ça leur sert non seulement à acheter des joueurs par la suite, mais aussi à rester dans les clous du fair play financier en fait. On l'a vu depuis 2017, les choses sont un peu en train de changer du côté de Cobham. On cherche à bien vendre, ça on y arrive grâce à Marina Granovskaya, mais on cherche aussi à mieux recruter. Le but, c'est vraiment d'éviter des fenêtres de transfert telles que l'hiver 2011, on a fait venir Fernando Torres, alors qu'on savait, si on l'avait étudié, on aurait su que ça allait pas fonctionner. Et surtout, éviter la fenêtre d'été 2017, on avait acheté des joueurs tels que Morata, Rudiger, Bakayoko, Drinkwater ou encore Zappacosta, des joueurs, à l'exception de Rudiger, qui sont plus du tout au club, qui comptent plus du tout pour Chelsea. Et justement, pour mener à bien ce processus de recrutement, on a fait appel à Scott McLahan. Scott McLahan, il est à la tête du département de scouting et d'analyse de Chelsea, et c'est quelqu'un qui est plutôt bon dans ce qu'il fait.
Scott McClanahan, il a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse de données et du scouting. Quand il arrive à Chelsea, c'est vraiment lui qui a mis en forme ce département de scouting. Ils ont cherché à créer une méthodologie commune de travail. Ça a été Scott McClanahan aussi un pionnier dans un certain domaine de l'analyse footballistique. Bref, c'est quelqu'un d'assez bon. Et Scott McClanahan avec Marina Granovskaya, Petr Cech, qui est on ne sait pas trop son rôle, mais il a un rôle de conseiller dans le club, et Frank Lampard, c'est un quatuor qui fonctionne extrêmement bien. Ils se consultent énormément, ils parlent énormément entre eux pour identifier les futures cibles. Et une fois que ces cibles elles sont identifiées, on passe à l'action. Frank Lampard, par exemple, il est passé à l'action dans le sens où c'est lui qui a parlé à Werner et à Ziyech pour les convaincre d'arriver à Chelsea. C'est vraiment un travail d'équipe qui est fait entre ces 4 personnes-là qui sont très compétentes, alors que plus tôt, on avait un Roman Abramovich en vase clos avec 2 personnes de confiance. C'est un peu eux qui décidaient les choses dans leur coin, et puis de l'autre côté on avait le département de scouting qui avait un autre agenda, on avait 2 logiques qui se confrontaient un peu. Maintenant à Chelsea on a quelque chose de beaucoup plus unifié. Troisième chose qui permet d'expliquer le paradoxe Chelsea, le style de jeu. C'est pas quelque chose qu'on a retrouvé toutes les saisons, mais Chelsea c'est peut-être l'équipe d'Europe qui a les meilleurs joueurs pour progresser balle au pied. Les Kanté, les Kovacic, les Pedro, les Willian, les Mason Mount, les Hudson-Odoi. Tous ces joueurs-là, tu peux leur donner le ballon dans les pieds, ils vont être très bons pour gagner des mètres avec. On peut parler aussi de leurs joueurs extérieurs. Et ça, mine de rien, quand les choses vont pas, c'est un grand atout. Imaginons que l'entraîneur comme Sarri, par exemple, il n'arrive pas trop à développer son football. Sarri, il a pu avoir cette opportunité de mettre en marche le plan B. On est un peu plus conservateur, on est un peu plus dans notre camp. Et là, quand il faut sortir, tu as clairement les joueurs pour le faire. Et ça a été aussi une base de travail pour Frank Lampard, où il sait que dans les situations difficiles, ces individualités, elles peuvent faire la différence, justement parce qu'elles peuvent gagner beaucoup de mètres balle au pied. On a beaucoup de joueurs qui sont très bons dans l'espace. On n'a pas un effectif limité qui demanderait à l'entraîneur vraiment de se casser la tête pour en tirer le meilleur parti. Et puis, 4e et dernière raison, les jeunes. Ce qui se passait avec les jeunes qui sortaient de l'académie de Chelsea, c'était frustrant. Parce qu'on les voyait en Youth League, ils étaient très bons. Il y en a plusieurs d'entre eux que j'ai vus au stade en direct en Youth League. Reece James, Hudson-Odoi, Tomori et Tammy Abraham. Et après, on les perdait un peu de vue. Ils allaient être prêtés ça et là. Et ils n'avaient jamais leur opportunité. Et en plus, c'est pas seulement qu'ils dominaient la Youth League, mais aussi dans les divisions de jeunes en Angleterre, ils étaient aussi bons. Là, enfin, on a donné une opportunité à ces jeunes, à cause de la sanction FIFA, d'être là au plus haut niveau. Et ils ont bien aidé Chelsea. Et même les fois où ils n'avaient pas de temps de jeu, ça restait quand même des joueurs desquels Chelsea pouvait tirer un peu d'argent. Un Dominique Solanke, par exemple, il avait été vendu à Liverpool pour un peu d'argent. Il y a plusieurs joueurs comme ça dont Chelsea a pu tirer 1 million, un demi-million par tête de pipe, si on peut dire. Ça aide toujours. Et puis l'autre chose avec les jeunes, c'est ce fameux système imaginé par Michael Emenalo, on rappelle l'ancien directeur technique, de les prêter aux 4 coins de l'Europe et surtout au Vitesse Arnhem. On avait cette légion de jeunes Blues prêtés du côté des Pays-Bas. Pendant longtemps, on s'est demandé quels étaient les bénéfices de ce système. On a les bénéfices vraiment qui sont un peu moins beaux, on tire de l'argent, mais là on a vu ces bénéfices quand on a enfin pu donner du temps de jeu dans la première équipe à ces joueurs-là. C'est vrai que le moment était quand même venu de miser un peu plus sur ces bons jeunes que sont Loftus-Cheek, Tammy Abraham, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Billy Gilmour, Tomori ou même Christensen, Reece James, etc. L'argent, une façon très particulière de gérer le mercato, le style de jeu, les jeunes. Voici selon moi les 4 raisons qui permettent d'expliquer comment Chelsea s'est maintenu au sommet, ou en tout cas très proche du sommet, malgré toutes les fois où ils ont été au creux de la vague sur les 10 dernières années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et très important, je serais vraiment très heureux de lire les supporters de Chelsea en commentaire, parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre club, qui vivez au jour le jour à ses côtés, et je serais très curieux de savoir comment vous vivez cette instabilité. Est-ce que c'est un peu pesant, ou alors est-ce que vous dites non mais on va s'en sortir sans trop de problèmes? Est-ce que vous imaginez un Chelsea sans Roman Abramovich? Et puis surtout, comment vous voyez cette saison? Parce que j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, parce que d'autres en ont déjà parlé, mais c'est vrai que cette saison elle va être incroyable à suivre à Stamford Bridge. Nous on se retrouve dans une semaine, comme d'habitude dimanche 10h, pour parler d'un club dont je ne vais pas vous dévoiler le nom, mais je peux vous donner un indice. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!